460 jours de captivité aux mains d'adolescents miliciens islamistes en Somalie, le plus jeune avait 14 ans. La journaliste Amanda Lindaout a vécu un simulacre des tortures et des viols à répétition. Sa famille s'est ruinée. Pour verser la rançon, Amanda avait demandé à se convertir à l'islam dès les premières semaines de sa séquestration, pensant être épargnée du pire par ses geôliers. C'était une stratégie de survie pour moi. Je me suis dit que c'était le meilleur moyen pour me protéger. Et peut-être que ça sauverait ma vie si je faisais cette fausse conversion à l'islam. Mais malgré cela, ils trouvaient toujours moyen de justifier ce qu'ils me faisaient. Ils se sont servis d'une phrase du Coran pour justifier les viols. Oui, selon la charia, c'est légal d'avoir des relations avec des femmes captives. Et dans leur esprit, j'étais une sorte de prisonnier de guerre. En quelque sorte, j'étais leur propriété. On est surpris de découvrir que vous appeliez l'un de vos ravisseurs Donald Trump. Pourquoi ? C'est vrai que c'est drôle quand j'y repense. À l'époque, on ne parlait pas de Donald Trump comme aujourd'hui. Mais oui, c'était celui qui détenait l'argent pour nous acheter de la nourriture. Mon codétenu Nigel et moi, on l'avait surnommé Donald Trump parce qu'il arrivait avec des sacs d'argent. Ils ont demandé très vite une rançon assez démente, $1 million, à vos parents, qui n'avaient évidemment pas cet argent. Oui, en fait, au départ, ils ont demandé 1,5 million. Je suis issue d'une famille très pauvre. Ma mère travaillait comme caissière dans une boulangerie. Mon père vivait de son allocation handicapée et mon gouvernement ne paie pas les rançons. Parmi toutes les tortures que vous avez subies, vous avez même vécu le simulacre d'un moment. Vous dites dans votre livre que vous avez senti l'écran du poignard sur votre veine jugulaire. Oui, ils m'ont emmené dans le désert en pleine nuit et ils ont sorti un grand couteau et l'ont collé sur mon cou. Et là, j'ai vraiment cru que j'allais mourir comme ça, de la plus atroce des manières. C'est incroyable ce qui se passe dans son esprit et dans son corps quand on est persuadé qu'on va mourir. Je ne pensais qu'à une chose, revoir ma famille encore une fois, et particulièrement ma mère. Je ne sais pas si c'était de la manipulation ou juste pour le spectacle, mais ils ont finalement décidé de ne pas me tuer. Je ne saurais jamais pourquoi. Et nous, on a évidemment été très impressionnés par ce coup de téléphone que vous lancez à votre maman, cet appel au secours. Il y a la panique de l'enfant et il y a la mère qui rassure. Amanda. Amanda. Okay, things have changed here. Mom, you need to pay the money now. You need to pay the $1 million now because they've started to torture me. Amanda, listen to me. Amanda, listen to me. We are doing everything that we can. We will not stop until you come home. I am so sorry that it has taken so long, Amanda. Ça me bouleverse encore, rien que de penser aux énormes sacrifices qu'ont fait mes parents pour que je puisse être libérée. Ma mère répondait à ces abominables coups de téléphone où je pleurais. Au fond d'elle-même, elle était terrifiée, mais elle devait paraître forte face à ces gars et leur montrer qu'ils ne pouvaient pas la manipuler. Quelquefois, on pense évidemment à la série Homeland, sauf que ce n'est pas une fiction. Il y a en particulier la scène où, effectivement, vous essayez de vous évader. Vous vous retrouvez dans une mosquée. Vos ravisseurs vous cherchent avec des kalachnikovs. Et une femme somalienne, la seule, va vous tendre la main et essayer de vous sauver. Cette Somalienne est entrée dans la mosquée et face à mes ravisseurs qui étaient armés, elle a risqué sa vie pour sauver la mienne. Lorsqu'ils ont essayé de me sortir de la mosquée par les pieds, en me traînant par terre, elle s'est agrippée à moi avec ses 2 mains, en essayant de me sauver la vie. Je n'ai jamais pu savoir ce qui était arrivé à cette femme héroïque.
Après ça, je suis encore restée 10 mois en captivité. Et j'ai pensé à elle tous les jours. Elle m'a donné une force incroyable au moment où j'en avais besoin. Après cette tentative d'évasion, vous allez effectivement vivre encore 10 mois. C'est un voyage au bout de l'enfer. Oui, c'était terrible. Parfois, je n'arrive même pas à croire que j'ai réussi à m'en tirer. Après ma tentative d'évasion, ils m'ont attaché de lourdes chaînes autour des jambes. Je ne pouvais plus bouger. Et c'est à partir de ce moment-là que les viols ont commencé à s'enchaîner. J'ai été violée par beaucoup d'entre eux. Ma vie était suspendue à un fil. Chaque matin, je me réveillais sans savoir si j'allais passer la journée. Et ils vous ont donné une lame de rasoir rouillée pour vous raser le pubis et vous avez été très souvent tenté d'utiliser cette lame de rasoir pour vous ouvrir les veines. Vous avez eu la force de ne pas le faire, grâce à un petit oiseau. Cela faisait 3 jours que j'étais torturée. Ils m'avaient ligotée et presque tuée. Et quand ils ont défait mes liens, ils ont dit qu'ils allaient revenir le lendemain et qu'ils allaient recommencer. J'étais donc allongée sur ce matelas dégueulasse et je savais qu'avec cette lame de rasoir, je pouvais mettre fin à mes jours. Et juste à ce moment-là, j'ai vu un petit oiseau brun qui sautillait à travers l'entrebâillement de la porte. Et ça faisait à peu près 1 an que je n'avais pas vu d'oiseau. J'y ai vu un signe de Dieu, ou en tout cas de quelqu'un qui veillait sur moi, qui me disait « Accroche-toi, ne désespère pas ». En tout cas, 460 jours plus tard, vous sortez de l'enfer, rempli d'eczéma, les dents cassées. Vos parents ont trouvé l'argent nécessaire. Oui, il y a eu tellement de gens généreux qui ont aidé ma famille à réunir l'argent pour la rançon. Quelle somme? Au final, 650 000 $. Ce qui laisse sans voix, c'est que vous avez décidé de retourner en Somalie. Est-ce que c'est au nom de cette femme qui un jour vous a tendu la main dans la mosquée? Je sais que ça peut paraître étrange. À peu près 4 mois après mon retour au Canada, j'ai créé une ONG pour l'éducation et l'émancipation des femmes en l'honneur de cette Somalienne qui a essayé de me sauver la vie dans la mosquée. Je pense que retourner en Somalie était une sorte de réaction post-traumatique. 7 ans plus tard, je vais beaucoup mieux, je suis équilibrée et je n'y remettrai plus jamais les pieds.